Tu ne dors pas. Comment pourrais-je? Chaque jour, je porte le poids d'un empire. Rome vacille. Nos frontières sont menacées. Et pourtant, ce ne sont pas les barbares qui troublent mon esprit, mais les hommes de ma propre cité. Dis-moi, Rusticus, comment peut-on régner avec justice dans un monde où chacun cherche à s'élever au détriment des autres? Il y a des tempêtes que nous ne pouvons éviter, mon empereur. Mais celui qui apprend à naviguer en lui-même ne craint pas l'agitation des flots. Tu ne peux pas faire de Rome un havre de vertu, mais tu peux l'être toi-même. Si le monde autour de toi est corrompu, sois incorruptible. Si la foule agit par égoïsme, sois l'exemple du désintéressement. Ne crois pas que ton devoir est d'effacer le mal, mais plutôt de ne jamais le laisser s'installer en toi. Ne pas chercher à changer le monde, mais à me gouverner moi-même. C'est la seule souveraineté qui ne peut être arrachée. Mon empereur, un message urgent du Sénat. Le Sénat complote à nouveau. Mon nom est sur toutes les lèvres à Rome, et pas pour me louer. Le mal que les hommes font, ils ne le font qu'à eux-mêmes. Voilà pourquoi tu es plus qu'un empereur, Marc Aurèle. Tu es un philosophe roi, et tant que tu garderas ton esprit intouchable, rien ne pourra vraiment t'atteindre. Ils pensent que leurs intrigues m'affectent, mais ils ne réalisent pas qu'un homme libre n'est pas celui qui gouverne un empire, mais celui qui se gouverne lui-même. Les hommes passent, Rome passe, mais la vertu reste. Marc Aurèle n'était pas seulement un empereur, il était un homme de principe, un philosophe qui comprenait que la vraie bataille ne se jouait pas sur les champs de guerre, mais en soi-même. À travers cette scène, nous ne voyons pas seulement un souverain confronté aux intrigues et aux complots, mais un esprit en quête d'équilibre face aux épreuves du pouvoir. J'ai réalisé ce court-métrage pour montrer que la grandeur ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Chaque mot échangé avec Rusticus est un rappel puissant des fondements du stoïcisme. L'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle, la force intérieure face à l'adversité et le choix de la vertu plutôt que de la réaction impulsive. Dans ce passage, Marc Aurèle ne se plaint pas du monde. Il ne cherche pas à éteindre la corruption du Sénat ou à changer la nature des hommes. Il choisit simplement de ne pas en être affecté. Il comprend que son rôle n'est pas d'imposer la justice par la force, mais de l'incarner lui-même. C'est cette sagesse intemporelle que je veux transmettre. L'idée que nous avons tous une souveraineté absolue sur notre esprit et que la seule vraie liberté est intérieure. En réalisant ce film, mon objectif est de plonger le spectateur dans cet état d'âme stoïcien, de lui faire ressentir, au-delà des mots, ce que signifie vivre avec calme et force dans un monde en chaos. L'empereur ne fléchit pas sous la pression du pouvoir, il ne cède pas à l'émotion ni à la peur, et c'est précisément ce qui fait de lui un homme plus puissant que n'importe quel conquérant. Ce récit est un miroir pour notre époque. Combien de fois laissons-nous les critiques, les jugements ou les événements extérieurs dicter notre paix intérieure? Marc Aurèle nous enseigne que nous sommes les seuls à en être responsables. Avez-vous déjà souhaité avoir l'esprit si ferme que rien ni personne ne puisse vous voler votre calme? Imaginez-vous au milieu du chaos. Tout le monde réagit avec précipitation, colère ou peur, sauf vous. Votre sérénité reste intacte, imperturbable face à la pression extérieure. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne sont pas ces conseils typiques que l'on oublie le lendemain. Je vais vous montrer des leçons si puissantes que, si vous décidez de les mettre en pratique, elles changeront votre vie pour toujours. Imaginez être dans une situation difficile où tout le monde perd le contrôle, tandis que vous gardez un calme total. Ce n'est pas impossible. C'est quelque chose que vous pouvez accomplir si vous appliquez ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est spécifiquement pour vous, qui êtes fatigué que vos émotions vous contrôlent et qui cherchez un vrai changement. Elle est pour vous, qui êtes prêt à regarder en vous-même et à faire des changements réels.
Ce qui suit pourrait être la chose la plus précieuse que vous apprendrez depuis longtemps. Je vais vous montrer comment garder l'esprit tranquille, quels que soient les problèmes que vous affrontez. Mais avant d'avancer, je veux votre engagement. Écrivez dans les commentaires la phrase « Aujourd'hui, je choisis le calme et je renforce mon esprit ». Cette simple action vous engagera dès le début, scellant votre décision d'embrasser une vraie transformation. Parce que ce voyage n'est pas pour celui qui observe seulement, il est pour celui qui agit, réfléchit et ose changer son histoire. Numéro 1. Calmez votre esprit, ou il vous contrôlera. Calmez votre esprit, ou il vous contrôlera. Ce n'est pas juste un joli conseil, c'est un avertissement réel. Parce que quand vous ne contrôlez pas vos pensées, elles vous contrôlent. Et un esprit hors de contrôle est comme un cheval emballé. Il détruit tout sur son passage, même ce que vous aimez le plus. Tout ce que vous expérimentez, absolument tout, passe d'abord par le filtre de votre esprit. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes. Si vous êtes anxieux, vous verrez des menaces là où il n'y en a pas. Si vous êtes plein de ressentiment, vous interpréterez chaque mot comme une attaque. Si vous êtes pris dans l'inquiétude, vous vivrez dans des futurs qui n'existent même pas. C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur la maîtrise intérieure. Parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas de vraie liberté si vous êtes esclave de vos émotions. Mais maîtriser l'esprit ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un don, c'est un entraînement. Comme un muscle qui se renforce avec l'usage. Chaque fois que vous choisissez de respirer avant de réagir, vous entraînez votre calme. Chaque fois que vous décidez d'observer une pensée sans agir dessus, vous devenez plus libre. Chaque fois que vous sentez l'émotion monter comme une vague et que vous choisissez de ne pas la surfer, mais de la laisser passer, vous construisez un pouvoir intérieur. L'un des secrets les plus sous-estimés de la maîtrise de soi est le pouvoir de la pause. Cette fraction de seconde entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Cet espace est sacré, car c'est là qu'habite votre liberté. Si vous l'entraînez, cet espace s'élargit, et avec lui, votre clarté, votre sagesse, votre capacité à agir avec intention au lieu de réagir par impulsion. La plupart des gens ne vivent pas leur vie, ils y réagissent. Ils sont des marionnettes de leurs pensées. Mais tout ce que vous pensez n'est pas vrai. Tout ce que votre esprit crie ne mérite pas attention. L'esprit produit des pensées constamment, comme une usine qui ne s'arrête jamais. Mais vous n'êtes pas ces pensées, vous êtes celui qui les observe. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de vous identifier à chaque histoire qui apparaît dans votre tête. Épictète l'a dit clairement, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si vous changez votre perception, vous changez votre expérience. Si vous maîtrisez votre esprit, vous transformez votre réalité. Mais si vous le laissez libre, si vous permettez qu'il vous emporte sans direction, ne soyez pas surpris si vous finissez dans des endroits où vous ne vouliez pas être. C'est pourquoi il est si important d'identifier vos déclencheurs émotionnels. Quelle chose vous déstabilise le plus? Dans quelle situation perdez-vous votre centre? Observez-les sans jugement, car vous ne pouvez transformer que ce que vous connaissez. Et cette connaissance commence par vous. Le calme ne vient pas seul. Il se cultive avec des routines simples mais puissantes. 5 minutes de silence conscient au réveil, une promenade sans téléphone, un peu de lecture avant de dormir, des espaces où votre esprit peut respirer sans tant de bruit extérieur. Parce que quand le monde devient plus bruyant, votre silence intérieur devient plus précieux. Apprendre de la perte de contrôle fait aussi partie du chemin. Nous perdons tous notre calme parfois. Ce qui importe, ce n'est pas d'éviter l'erreur, mais d'en apprendre. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'a fait réagir ainsi? Comment aurais-je pu répondre autrement? Cette réflexion transforme les faux pas en maîtres, et peu à peu, vous transforme. L'environnement influence aussi plus qu'on ne le croit. Les personnes négatives, les ambiances toxiques, les nouvelles constantes, tout cela nourrit l'anxiété. On ne peut pas vivre dans une bulle, mais on peut être plus sélectif. Choisir mieux ce qu'on consomme, qui on écoute, avec qui on partage son temps. Parce que la paix est aussi une question d'environnement. Et si vous voulez vraiment avancer, faites de l'introspection une habitude. Chaque soir, avant de dormir, passez en revue votre journée. Où avez-vous gardé votre calme? Où vous êtes-vous laissé emporter? Non pour vous juger, mais pour vous connaître. Pour transformer chaque jour en leçon. Parce que celui qui se connaît se maîtrise,
et celui qui se maîtrise se libère. Calmer l'esprit n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est de la sagesse appliquée. C'est l'acte rebelle de ne pas se laisser emporter par le courant. Et quand vous y parvenez, même au milieu du chaos, vous pouvez marcher en paix. Parce que peu importe ce qui se passe dehors, vous n'êtes plus victime de votre monde intérieur. Vous en êtes le maître. Et c'est là que commence la vraie liberté. Numéro 2. La colère ne résout rien. La colère vous a-t-elle été utile dans le passé? Peut-être qu'un instant, vous avez senti que oui, qu'en criant, en frappant la table, en lançant cette phrase blessante, vous avez libéré quelque chose qui devait sortir. Mais ensuite, qu'est-il arrivé? Le problème s'est-il résolu ou l'avez-vous seulement empiré? La colère ne résout rien. Je le répète, rien. C'est une émotion qui se déguise en force, mais en réalité, c'est une faiblesse. Sans contrôle, c'est le feu qui semble nous protéger, mais finit par nous brûler de l'intérieur. Et le plus dangereux, c'est qu'elle apparaît souvent quand nous avons le plus besoin de clarté. Reconnaître la colère avant qu'elle n'explose est le premier acte de sagesse, parce que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne voyez pas venir. Alors, observez, écoutez votre corps, remarquez comment votre mâchoire se serre, comment votre respiration s'accélère, comment votre poitrine s'échauffe et votre vision se rétrécit. Ce sont les alarmes du système. Ne les ignorez pas, ce sont vos signaux d'avertissement. Et si vous les respectez, vous pouvez prévenir la tempête. La colère obscurcit la raison. Sous son influence, nous prenons des décisions impulsives. Nous maudissons, poussons, coupons la communication. Et puis, quand la rage se dissipe, il ne reste que le désastre qu'elle a laissé derrière elle. Dans cet état, vous ne pensez pas, vous réagissez. Vous n'écoutez pas, vous attaquez. Vous ne résolvez pas, vous compliquez. C'est comme essayer d'éteindre un feu en y jetant de l'essence. Et le pire, c'est que souvent, nous croyons avoir raison. Et c'est pourquoi nous justifions notre fureur. Mais la raison sans calme devient de l'arrogance. Oui, la colère peut donner une sorte de soulagement. Un cri, une décharge. Mais c'est un soulagement faux. C'est comme gratter une blessure. Vous ressentez un plaisir momentané, mais vous l'approfondissez. Combien de fois, après avoir explosé, vous êtes-vous senti coupable, repentant, vide? Cette sensation est l'écho d'une émotion qui n'a jamais rien résolu. Mais il y a d'autres façons. Vous pouvez choisir de respirer. Ce n'est pas un cliché, ça marche. Respirer profondément, ce n'est pas juste de l'oxygène, c'est de l'espace. Et cet espace est ce qui interrompt l'impulsion. Compter jusqu'à 10, sortir marcher, garder le silence. Non par faiblesse, mais par sagesse. Parce que celui qui domine sa colère ne se tait pas, il se renforce. Celui qui choisit de ne pas crier ne se soumet pas, il s'élève. La maîtrise de soi n'est pas soumission, c'est pouvoir. La clé est de transformer cette énergie. Parce que oui, la colère est de l'énergie pure, mais vous pouvez la rediriger. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec fermeté mais sans violence, pour poser des limites sans blesser, pour résoudre des conflits au lieu de les aggraver. Chaque fois que vous choisissez d'agir avec calme, vous brisez un schéma ancestral et vous en construisez un nouveau. La colère est presque toujours un symptôme. Derrière, il y a quelque chose de plus profond. Douleur, frustration, peur, tristesse, impuissance. Et si vous ne soignez pas cela, vous continuerez à exploser encore et encore. Mais si vous vous arrêtez pour sentir, pour comprendre ce qui vous dérange vraiment, vous commencez à guérir. Vous commencez à vous connaître. L'impact sur les relations est dévastateur. Une seule explosion peut briser des années de confiance. Les mots lancés avec colère laissent des cicatrices que le temps n'efface pas facilement. C'est pourquoi, avant de parler avec rage, demandez-vous, est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux avoir la paix? Est-ce que je veux démontrer mon pouvoir ou est-ce que je veux construire une connexion? Le corps est votre premier allié. Tension dans les épaules, nœud dans l'estomac, chaleur dans le visage. Tout cela parle. Écoutez-le. Parce que si vous écoutez votre corps, vous pouvez arrêter votre esprit avant qu'il ne déclenche la tempête. Éviter l'escalade est une compétence qui s'entraîne. Garder une voix sereine, même quand tout en vous veut crier, est un acte de force silencieuse. Beaucoup de disputes se désamorcent quand l'un des deux décide de ne pas alimenter le feu. Soyez cette personne. Et à la fin, rappelez-vous,
La responsabilité émotionnelle est la vôtre. Même si quelqu'un vous provoque, même si ces mots sont injustes, même si vous sentez que vous ne le méritez pas, vous choisissez comment répondre. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez vous contrôler. C'est votre liberté, et aussi votre défi. Sénèque l'a dit clairement, la colère est une folie brève. Et si vous ne l'arrêtez pas à temps, elle devient une destruction longue. Les stoïciens savaient qu'au milieu de la provocation, la raison doit être notre bouclier. Que le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, mais dans le choix de comment réagir. Et si vous y parvenez, si vous pouvez regarder la colère dans les yeux et lui dire « Tu ne me contrôleras pas », alors vous aurez gagné une bataille que très peu remportent. Parce qu'à la fin, celui qui domine sa colère domine sa vie. Numéro 3. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. Et pourtant, combien de fois avons-nous entendu le contraire? Combien de fois avons-nous vu des personnes tranquilles être sous-estimées, comme si, parce qu'elles ne osent pas la voix, parce qu'elles ne s'imposent pas avec des gestes grandiloquents, elles avaient moins de force intérieure? Mais en réalité, c'est le contraire qui est vrai. Il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui, au milieu du chaos, ne se brise pas, ne crie pas, ne fuit pas, mais reste ferme comme un chêne qui résiste à la tempête sans perdre ses racines. Confondre le calme avec la passivité est une des erreurs les plus communes de notre époque. Nous vivons dans un monde qui récompense le bruyant, l'immédiat, l'explosif. On applaudit celui qui impose, qui crie, qui semble inébranlable. Mais cette force est fragile, c'est une force de surface, parce que n'importe qui peut réagir avec violence. Ce qui est difficile, ce qui demande vraiment du courage, c'est de se contenir, de garder son sang-froid quand tout en vous réclame d'exploser. Ça, c'est une vraie force intérieure. Se maîtriser soi-même est la plus difficile de toutes les victoires et aussi la plus précieuse. Parce que quand vous gardez votre calme dans les moments de tension, vous dites au monde et à vous-même que vous avez le contrôle. Que vos émotions ne vous gouvernent pas, que vos décisions ne sont pas à la merci des impulsions. Cette sérénité vous donne un avantage. Parce que pendant que les autres réagissent, vous choisissez. Pendant que les autres s'obscurcissent de rage, vous voyez clair, et cela vous mène à prendre de meilleures décisions. Quand vous êtes calme, vous pouvez observer le panorama complet. Vous analysez avant de parler, vous pensez avant d'agir, vous évaluez les conséquences. Et ce type de pensée est rare mais profondément efficace. Non parce qu'il est lent, mais parce qu'il est précis. La sérénité n'est pas de la lenteur, c'est de la direction, c'est de l'intention. De plus, exercer son autorité depuis le calme a un pouvoir transformateur. Certains pensent que pour diriger, il faut s'imposer. Mais en réalité, les leaders qui ont le plus d'impact sont ceux qui inspirent le respect sans avoir besoin d'intimider. Ceux qui ne se décomposent pas face au conflit, mais qui le dissolvent avec intelligence. Un leader serein transmet la confiance, parce que s'il ne perd pas le contrôle, les autres non plus n'ont pas besoin de le faire. Le calme naît aussi de la confiance en soi. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous n'avez pas besoin de prouver votre pouvoir à grands cris, vous pouvez parler bas, vous pouvez garder le silence, vous pouvez écouter plus que vous ne parlez. Parce que vous savez que votre valeur n'est pas dans le volume de votre voix, mais dans la fermeté de vos convictions. Et cela a un impact profond sur les autres. Une présence calme peut changer complètement l'ambiance d'un lieu. Au milieu d'une dispute, une seule personne sereine peut faire baisser la tension. Sa seule attitude génère de la retenue, de l'équilibre, de l'harmonie. Et souvent, elle n'a même pas besoin de beaucoup parler. Son énergie parle pour elle. Éviter les conflits inutiles est une compétence précieuse. Parce que tout ne mérite pas une réponse. Tout ne doit pas être confronté. Parfois, une pause, un regard serein, une réponse brève mais ferme évite une tempête. Non parce que vous évitez le problème, mais parce que vous choisissez votre paix au-dessus de votre ego. Le calme améliore aussi votre capacité à écouter. Parce que quand vous n'êtes pas occupé à défendre votre point de vue, vous pouvez vraiment comprendre celui de l'autre. Et depuis cette compréhension, vous pouvez construire des solutions. Vous pouvez créer des ponts là où d'autres élèvent des murs. Même le ton de la voix est clé. Vous n'avez pas besoin de crier pour vous faire entendre. En fait, plus vous parlez calmement, plus vos mots ont de la force. Parce que dans un monde qui crie,
la sérénité résonne comme un écho de sagesse. Elle transmet de l'autorité sans violence, du pouvoir sans arrogance. Et bien sûr, il y a des façons d'entraîner ce calme. La respiration consciente, la pleine conscience, la lecture de textes qui nourrissent l'âme, des moments de silence pour être avec vous-même. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des outils. Ce sont des gymnases de l'âme où vous renforcez cette sérénité qui devient ensuite votre bouclier. Marc Aurèle le savait. Lui, un empereur entouré de décisions difficiles, de guerres, de trahisons, et pourtant, il écrivait sur l'importance de se gouverner soi-même. Il disait que la force n'est pas dans l'attaque ni dans les cris, mais dans le fait de rester centré. Pour les stoïciens, le calme n'était pas un luxe spirituel, c'était le cœur de l'excellence personnelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous en souvenir. Nous devons nous rappeler que ce n'est pas celui qui crie le plus qui gagne, c'est celui qui se connaît le plus. Ce n'est pas celui qui impose par la peur qui triomphe, c'est celui qui mène depuis la stabilité intérieure. Parce qu'au final, la vraie force ne fait pas de bruit. La vraie force est calme. Numéro 4, la vie n'est pas juste, mais ça n'a pas d'importance. La vie n'est pas juste, mais ça n'a pas d'importance. Vous avez bien entendu, ça n'a pas d'importance. Parce que si vous attendez que le monde vous donne exactement ce que vous méritez, que chaque effort soit récompensé, que chaque bonne action revienne multipliée, que chaque injustice soit corrigée, vous vous préparez à une déception constante. Non parce que l'univers est contre vous, mais parce que c'est la nature de la vie, imparfaite, imprévisible, inégale. Et cela ne changera pas. Tous, à un moment, nous avons senti que nous méritions plus. Une promotion qui n'est pas venue, une relation où nous avons tout donné et qui s'est terminée sans explication, un projet brillant que personne n'a valorisé. Et dans ces moments, il est facile de tomber dans le rôle de victime, de se demander encore et encore « Pourquoi moi ?» Mais arrêtez-vous une seconde. Vraiment, vous croyez que vous demander cela vous mène quelque part? Vous rapproche-t-il d'une solution? Vous rend-il plus fort? La réponse est non. Se plaindre perpétuellement de l'injustice ne nourrit que la frustration. C'est comme boire du poison émotionnel en espérant que le monde le remarque. La réalité, c'est que personne ne viendra vous sauver. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est libérateur. Parce que cela signifie que le pouvoir de changer votre expérience n'est pas entre les mains des autres, mais dans les vôtres. Et c'est là qu'intervient l'approche stoïcienne. Épictète disait que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais comment nous y répondons. Cela change tout. Parce qu'au lieu de dépenser votre énergie mentale à lutter contre ce que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez rediriger votre attention vers ce qui est sous votre contrôle. Votre attitude, votre effort, votre perception, vos décisions. L'injustice est inévitable, mais le victimisme est optionnel. Et cette différence est clé. Parce qu'il y a ceux qui vivent piégés dans le ressentiment, répétant les histoires du passé encore et encore, comme si les revivre leur donnait un sens. Mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est augmenter leur souffrance. Ils sont si occupés par ce qu'ils n'ont pas reçu qu'ils ne voient pas les portes qu'ils peuvent encore ouvrir. En fait, souvent, les coups qui semblent injustes deviennent des catalyseurs de croissance. Combien de fois une profonde déception vous a obligé à rediriger votre chemin? Combien de fois une trahison vous a appris à poser des limites? Combien de fois une perte vous a connecté à ce qui compte vraiment? Accepter que la vie ne soit pas juste, ce n'est pas se résigner, c'est cesser de s'épuiser inutilement. C'est reconnaître la réalité avec courage, même si ça fait mal. Parce que quand vous arrêtez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous libérez de l'énergie pour ce que vous pouvez construire. Et c'est là que commence votre vrai pouvoir. Changez la question « Pourquoi moi ?» en « Que puis-je faire maintenant ?» transforme la paralysie en action. Cela vous met en mouvement, vous rend plus fort, parce que cela vous oblige à regarder vers l'avant, pas vers l'arrière. Et cela en soi est un acte de force intérieure. Même au milieu de l'injustice, il y a des leçons. Peut-être pas immédiates, peut-être pas évidentes, mais elles sont là, si vous décidez de les chercher. Parce que chaque expérience difficile apporte avec elle une possibilité d'apprentissage, d'évolution, de force. Évitez les comparaisons. Vous mesurez constamment aux autres ne fait qu'alimenter le sentiment d'injustice. Il y aura toujours quelqu'un qui a obtenu plus avec moins d'efforts, ou qui semble tout avoir sans l'avoir mérité. Mais ce n'est pas votre chemin. Votre histoire est la vôtre, et la comparer ne fait que distordre votre vision.
La résilience naît précisément dans ces moments où quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous ne méritiez pas, vous frappe. Et pourtant, vous décidez d'avancer. Vous décidez de vous reconstruire. Et à chaque pas, vous devenez plus fort, plus stable, plus vous-même. Et parfois, ce qui semblait une grande injustice finit par être une bénédiction déguisée. Le rejet d'aujourd'hui peut être la redirection qui demain vous mène au bon endroit. La perte peut être l'espace nécessaire pour la croissance. Le non que vous avez reçu peut vous avoir sauvé de quelque chose de pire. Alors non, la vie n'est pas juste. Mais cela ne doit pas vous arrêter. Parce que quand vous comprenez que le jeu n'est pas toujours propre, mais que vous pouvez continuer à jouer avec dignité, avec courage et avec un but, alors vous découvrez que vous n'avez pas besoin que le monde soit juste pour être heureux. Vous avez juste besoin de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, et à partir de là, construire votre pouvoir. Numéro 5. Perdre le contrôle est un choix. Perdre le contrôle est un choix. Je sais que cela peut gêner, parce qu'on nous a appris à blâmer le monde pour ce que nous ressentons. À dire des choses comme « tu m'as mis en colère »,« cette situation m'a fait sortir de mes gonds » ou « je n'ai pas pu m'en empêcher ». Mais la vérité est autre. Plus dure, oui, mais aussi plus libératrice. Personne, absolument personne, ne peut vous faire perdre le contrôle sans votre consentement. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous choisissez dans cet instant d'explosion, c'est votre décision. Et quand vous assumez cela, vous vous rendez un pouvoir qui a toujours été le vôtre. Parce qu'avant chaque éclat, il y a une pause. Parfois minuscule, parfois à peine perceptible, mais elle est là. Cet espace entre ce qui arrive et ce que vous décidez de faire. Cette microseconde où vous pouvez respirer ou exploser. Et là, dans ce bref instant, tout se joue. Si vous choisissez la pause, vous gagnez. Si vous choisissez l'impulsion, vous vous laissez emporter. Et même si après vous le regrettez, vous avez déjà cédé le gouvernail. Le problème, c'est que nous nous justifions souvent. Nous disons « je n'ai pas pu m'en empêcher », comme si nous étions victimes d'une force supérieure. Mais c'est un mensonge à soi-même. Si vous pouvez l'éviter. Ce qui se passe, c'est que vous ne l'avez pas assez entraîné. Parce que contrôler ses émotions, ce n'est pas nier ce qu'on ressent, c'est réguler comment on agit à partir de ce qu'on ressent. C'est la différence entre une rivière canalisée et une inondation. Les deux transportent de l'eau, mais l'une construit et l'autre détruit. La bonne nouvelle, c'est que ce contrôle s'entraîne. Il ne commence pas dans les grandes disputes, mais dans les petites frictions du quotidien, dans les embouteillages, dans une attente trop longue, dans une critique inattendue. Si vous vous entraînez là, vous gagnez en musculature émotionnelle. Si vous choisissez de respirer au lieu de crier, de vous taire au lieu d'offenser, d'écouter au lieu d'interrompre, peu à peu, vous commencez à récupérer votre autonomie émotionnelle. Parce que c'est ce qui est en jeu, votre pouvoir intérieur, votre capacité à être maître de vous-même. Et cela n'a pas de prix. Quand vous comprenez que vous n'avez pas besoin de réagir à tout ce qui vous dérange, vous devenez libre. Quand vous pouvez marcher dans le monde sans qu'un commentaire vous fasse tomber, vous devenez fort. Pas froid, pas indifférent. Fort conscient, mûr. Pour y arriver, vous devez d'abord identifier vos propres schémas. Quelles choses vous déclenchent? Quels sujets vous font perdre votre calme plus facilement? Quelle personne active ce bouton interne? Vous connaître est la première étape, parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne voyez pas. Ensuite, apprenez à communiquer vos besoins. Souvent, nous explosons parce que nous accumulons, parce que nous ne disons pas ce que nous ressentons à temps, et alors tout déborde. Parlez avant de craquer, exprimez-vous sans attaquer, demandez sans exiger. La prévention fait aussi partie du contrôle, et cultivez des espaces qui vous aident à relâcher la tension. Une promenade quotidienne, lire quelques minutes, écouter de la musique, faire de l'exercice. Le corps garde les émotions, et si vous ne les libérez pas de façon saine, elles chercheront à sortir par n'importe quelle fissure, souvent sous forme de cris, d'insultes ou de silences violents. Une autre clé, arrêtez de blâmer les autres pour ce que vous ressentez. Changez des phrases comme « tu m'as mis en colère » par « je me sens comme ça parce que cela change tout ». Parce qu'alors vous arrêtez de donner votre pouvoir émotionnel aux autres et vous le récupérez. Et cela vous rend plus fort. Cultiver la patience est aussi une compétence qui s'entraîne. Vous pouvez commencer par quelque chose de simple. Avant de répondre à quelque chose qui vous dérange,
Comptez jusqu'à 5 ou respirez profondément 3 fois. Ça semble peu, mais dans ce geste, il y a une sagesse ancestrale. Parce que c'est là que vous décidez si vous allez réagir comme d'habitude ou si vous allez évoluer. Sénèque le comprenait bien. Il recommandait de répéter mentalement des scénarios difficiles, d'imaginer des provocations, des critiques, des conflits, pour entraîner l'esprit avant qu'il n'arrive. Comme ça, quand la vraie vie arrivait, la réponse était déjà préparée. Vous aviez déjà choisi de ne pas céder, de ne pas vous laisser emporter. Et c'est ça, le plus puissant. Savoir que même si quelque chose vous blesse, vous choisissez comment répondre. Même si quelque chose vous offense, vous décidez si vous en faites une guerre ou une sagesse. Même si tout brûle à l'intérieur, vous pouvez garder le contrôle. Sans réprimer, sans vous nier, mais aussi sans vous perdre. Parce que perdre le contrôle n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous choisissez. Et le meilleur, c'est que vous pouvez aussi choisir le contraire. Numéro 6, ne vous laissez pas consumer par le passé ou le futur. Ne vous laissez pas consumer par le passé ou le futur. Parce que si vous le faites, peu importe combien d'années vous vivez, vous ne serez jamais vraiment vivant. Être piégé dans ce qui est déjà arrivé ou paralysé par ce qui pourrait arriver est la façon la plus silencieuse de gaspiller la seule chose que nous ayons, le moment présent. Le passé est immuable. Peu importe combien vous l'analysez, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous ne pouvez pas défaire ce qui a été dit, fait, perdu. Oui, vous pouvez apprendre. Oui, vous pouvez réfléchir. Mais le revivre constamment, vous punir encore et encore. Répétez cette scène dans votre esprit, comme si ainsi vous pouviez la changer. Ne fait que vous épuiser, vous attacher, vous déconnecter de l'instant. Parce que pendant que vous êtes là-bas, dans le souvenir, ce qui se passe devant vous vous échappe. Et le futur n'existe pas encore. C'est une projection, une construction mentale. Vous pouvez le planifier, bien sûr. Vous préparer, évidemment. Mais vous inquiétez pour chaque scénario possible. Anticipez toutes les façons dont quelque chose peut mal tourner. Essayez de contrôler l'incontrôlable. Ce n'est pas de la préparation, c'est de l'anxiété. Et cette anxiété ne prévient pas la douleur, elle vous la donne en avance. Le présent est la seule chose réelle, le seul endroit où vous pouvez agir, choisir, changer, construire. Mais il est fragile. Il s'échappe vite si vous ne l'habitez pas avec intention. Et le plus curieux, c'est que la plupart des gens ne vivent pas leur vie. Ils la pensent, ils s'en souviennent, ils l'imaginent. Mais la vivre, ici et maintenant, très peu le font. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Marc Aurèle écrivait encore et encore que nous devions nous concentrer uniquement sur la tâche que nous avions devant nous, comme si c'était la dernière. Parce que dans cet acte, dans cette action concrète, il y a toute notre puissance, tout notre pouvoir, tout ce que nous pouvons vraiment contrôler. Mais ce n'est pas facile. L'esprit est expert pour créer du lest, rancœur, culpabilité, peur, doute. Et nous les portons comme s'ils nous protégeaient, comme si regarder en arrière nous aidait à avancer, comme si imaginer tous les échecs possibles du futur nous rendait plus forts, quand en réalité, cela ne fait que nous rendre plus fragiles. Vous êtes-vous déjà surpris, pris dans vos pensées, à revivre une dispute qui a eu lieu il y a des années, à imaginer que quelque chose va mal tourner avant que ça n'arrive, à ressentir de l'angoisse pour quelque chose qui ne s'est même pas encore produit? Nous le faisons tous, et nous pouvons tous nous entraîner à quelque chose de différent. La pleine conscience n'est pas une mode, c'est un outil. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir pour méditer 1 heure. Vous pouvez commencer maintenant. Respirez. Sentez vos pieds sur le sol. Observez le son de votre voix. Regardez ce que vous avez devant vous. Cette conscience, ce retour au corps, est votre ancre. Elle vous ramène au seul endroit où vous pouvez vivre, le présent. Évitez la paralysie par analyse, parce que plus vous tournez les choses dans votre tête, moins vous bougez. Planifiez, oui, mais agissez, parce qu'il n'y a pas de croissance sans mouvement, et il n'y a pas d'action possible si vous êtes gelé par des scénarios hypothétiques. Et lâchez la culpabilité, parce que vivre en pénitence éternelle ne fait pas de vous une meilleure personne, ça vous bloque. Apprenez, réparez si vous pouvez, et avancez. La vie ne demande pas la perfection, elle demande la présence. Une pratique simple mais puissante. Remerciez chaque jour pour quelque chose de petit, quelque chose de réel. Le café du matin, le toit sur votre tête, un câlin.
La gratitude n'élimine pas vos problèmes, mais elle reconfigure votre focus. Elle vous apprend à voir ce que vous avez, au lieu de ce que vous n'avez plus ou pas encore. Et si la taille de vos objectifs vous submerge, simplifiez, divisez. Que puis-je faire aujourd'hui? Quelle micro-action me rapproche de là où je veux être? Parce que quand vous vivez pas à pas, moment par moment, le chemin devient moins lourd, plus clair, plus humain. La flexibilité naît aussi du présent. Parce que si vous êtes trop attaché au passé, vous devenez rigide. Si vous êtes trop obsédé par le futur, vous vous remplissez de peur. Mais si vous vivez ici, maintenant, vous pouvez vous adapter. Vous pouvez répondre aux changements. Vous pouvez couler comme l'eau, sans vous briser. Alors souvenez-vous, ni le passé ne peut vous toucher, ni le futur n'est écrit. Il n'y a que cet instant. Et cet instant est tout ce dont vous avez besoin pour recommencer. Numéro 7. La vie est chaotique, mais le calme est en vous. La vie est chaotique, mais le calme est en vous. Et oui, vous le savez bien. Il suffit d'ouvrir les yeux le matin pour voir le chaos se déployer. Messages urgents, tâches en attente, trafic dense, bruit, interruptions, réclamations, imprévus. Le monde n'attend pas que vous soyez prêts. Le monde bouge, change, se désordonne. Et si vous n'êtes pas préparé à l'intérieur, ce chaos extérieur s'infiltre en vous et vous désarme de l'intérieur vers l'extérieur. Le chaos n'est pas une exception, c'est la règle. Il fait partie du design de l'existence. Rien ne reste pareil très longtemps. Les circonstances changent, les gens changent, vos émotions aussi. Le contrôle total est une illusion réconfortante mais fausse. C'est pourquoi la clé n'est pas de contrôler le chaos, mais d'apprendre à vivre dedans sans vous perdre. C'est là qu'intervient le pouvoir de l'autogestion. Vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages, ni les décisions des autres, ni l'économie mondiale, ni les imprévus qui interrompent votre agenda. Mais vous pouvez contrôler votre réponse. Vous pouvez contrôler le ton de votre voix, votre respiration, votre attitude, la direction de vos pensées. Ça, personne ne peut vous l'enlever. C'est votre vraie zone de pouvoir. Et pour maintenir ce calme, vous devez générer un centre intérieur, un espace en vous qui ne tremble pas à chaque tempête. Vous pouvez le construire avec des pratiques comme la méditation, ou simplement en vous offrant 5 minutes de silence par jour, sans écran, sans bruit, juste vous, avec vous. Parce que le silence, même bref, est comme un redémarrage, un retour au présent, un rappel qu'au-delà du chaos, vous pouvez trouver la paix. Le chaos n'est pas l'ennemi, c'est le maître. Chaque situation chaotique est une opportunité d'entraînement. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, de respirer avant de parler, de choisir la concentration au lieu du drame, vous renforcez votre noyau intérieur. Vous transformez le désordre en pratique, le conflit en évolution, l'inconfort en maîtrise. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Le calme est un choix quotidien. C'est comme un muscle qui se travaille. Et oui, il y aura des jours où vous échouerez, des jours où vous crierez, vous frustrerez ou perdrez le contrôle. Mais même ces jours font partie du processus. L'important, c'est de revenir. Revenir au centre, revenir au moment, revenir à vous. Et quand tout semble urgent, rappelez-vous, tout ce qui est urgent n'est pas important. Un des grands défis au milieu du chaos, c'est de savoir prioriser, choisir quoi traiter en premier, quoi lâcher, quoi reporter. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne devriez pas tout faire. Et cela aussi, c'est de la sérénité. Acceptez vos limites. Faites des pauses. N'attendez pas d'être au bord de l'effondrement pour respirer. Une pause de 5 minutes, un café en silence, fermez les yeux 30 secondes. Ça peut faire plus pour votre clarté que des heures de lutte tendue. Les pauses sont sacrées. Ce sont comme de petites îles au milieu de l'ouragan. Connectez-vous à l'essentiel. Sortez marcher. Regardez le ciel. Observez un arbre. Sentez l'air. Ça semble simple, mais c'est puissant. Parce que la nature a un rythme différent. Un rythme qui vous rappelle que la vie n'est pas que urgence, elle est aussi présence. Et parfois, juste ça suffit à calmer un esprit agité. Simplifiez. Souvent, le chaos s'intensifie parce que vous l'alimentez avec des routines complexes, des engagements inutiles, des exigences auto-imposées. Réduisez. Priorisez. Créez de l'espace. L'ordre extérieur aide aussi à l'ordre intérieur. Et quand vous surmontez une crise, ne la laissez pas passer en mode automatique. Réfléchissez. Qu'avez-vous appris? Qu'auriez-vous fait différemment la prochaine fois?
Chaque tempête apporte des leçons, et celui qui apprend du chaos devient plus sage, plus fort, plus tranquille. Marc Aurèle l'a dit clairement, notre force intérieure doit être comme une muraille. Pas une muraille froide, mais ferme. Une qui ne s'écroule pas avec le vent des circonstances. Une qui protège ce qu'il y a de plus précieux, votre paix. Alors oui, la vie est chaotique, mais vous n'avez pas à l'être. Parce que quand le monde tremble, votre calme peut être l'encre qui tient tout. Numéro 8. Ne laissez pas les circonstances de votre vie définir qui vous êtes. Ne laissez pas les circonstances de votre vie définir qui vous êtes. Parce que ce qui vous est arrivé n'est pas vous. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a fait ou ce que vous n'avez pas su gérer, ce n'est pas vous non plus. Vous êtes bien plus que votre histoire, plus que vos erreurs, plus que vos chutes, et surtout plus que les étiquettes que les autres, ou même vous-même, avez collées sur votre nom. Les expériences ne sont pas votre identité, elles font partie du chemin. Oui, elles vous façonnent, vous enseignent, vous défient. Mais elles ne vous définissent pas. Vous pouvez avoir échoué dans quelque chose, mais cela ne fait pas de vous un échec. Vous pouvez avoir souffert, mais cela ne signifie pas que vous devez vivre à partir de la blessure pour toujours. Vous êtes l'auteur de votre propre récit, même si parfois il semble que quelqu'un d'autre écrit à votre place. Et c'est là qu'apparaît l'un des poisons mentaux les plus puissants, les étiquettes limitantes. Je suis un désastre. Je ne serai jamais bon à ça. Ça ne marche jamais pour moi. Chaque fois que vous répétez ça, vous le renforcez. Chaque fois que vous y croyez, vous l'incarnez. Et sans vous en rendre compte, vous construisez une identité qui n'est pas réelle. Juste un masque, une interprétation réduite, un jugement conditionné par le passé. La philosophie stoïcienne vous invite à prendre les rênes, à arrêter de vous définir par ce qui vous arrive, et à commencer à choisir qui vous allez être à partir de cela. Épictète le disait avec fermeté, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais ce que nous pensons des événements. Et cette interprétation est la vôtre. Personne d'autre ne peut la faire pour vous. Alors, que se passerait-il si vous réécriviez votre histoire non à partir de la blessure, mais de l'apprentissage? Non de l'erreur, mais de l'évolution? Chaque situation difficile, chaque chute, chaque rupture peut être le chapitre qui a changé votre direction. Qui vous a obligé à regarder à l'intérieur? Qui a allumé une nouvelle partie de vous? Les erreurs ne sont pas le titre du livre de votre vie, ce ne sont que des pages. Et vous décidez si vous allez rester bloqué sur ce chapitre ou si vous allez continuer à écrire. Parce que le futur n'est pas écrit. Et tant que vous respirez, vous pouvez choisir une autre version de vous. Et pour cela, parfois, il faut remettre en question des croyances très profondes. Des idées que vous portez depuis l'enfance, des choses qu'on vous a dites dans des moments de vulnérabilité et que vous avez prises pour des vérités absolues. Peut-être que quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas assez, que vous n'y arriveriez jamais, que vous alliez toujours échouer. Et vous l'avez cru. Mais maintenant, avec conscience, vous pouvez regarder à nouveau et vous demander « Est-ce que je veux vraiment continuer à croire ça ?» La résilience, ce n'est pas résister à tout, c'est apprendre à vous transformer malgré tout. C'est vous reconstruire avec ce qui reste. C'est choisir votre réponse face à ce que vous n'avez pas choisi de vivre. Et ce choix, encore et encore, renforce votre essence. Il vous montre que vous pouvez être plus fort que les circonstances, plus grand que les coups. Votre environnement n'est pas votre essence. Vous pouvez avoir grandi au milieu du chaos, de l'abandon ou de la critique. Mais cela ne détermine pas ce que vous êtes à l'intérieur. Ce que vous êtes, vous le décidez jour après jour. Action par action, pensée par pensée. Et quand tout semble s'effondrer, gardez la vision à long terme. Parce que souvent, un grand obstacle aujourd'hui devient la porte que vous n'auriez pas vue autrement. Une crise peut rediriger. Une douleur peut vous réveiller. Une perte peut vous donner de la clarté sur ce qui compte vraiment. Cherchez l'inspiration. Regardez ceux qui, malgré tout, n'ont pas laissé la malchance les réduire. Des gens qui ont tout perdu et se sont réinventés, qui ont été rejetés 1000 fois et ont continué, qui sont tombés et se sont relevés avec plus de force. Ils sont là. Et s'ils ont pu, vous aussi. Rappelez-vous ceci. Les circonstances sont externes. Votre essence est interne. Personne ne peut y toucher, à moins que vous ne le permettiez. Alors ne laissez pas le passé écrire votre présent. Ne laissez pas une erreur devenir votre identité.
Ne laissez pas une défaite devenir votre définition. Vous choisissez. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir d'être plus grand que tout ce qui vous est arrivé. Numéro 9. Ne laissez pas le stress vous paralyser. Le stress n'arrive pas toujours comme un rugissement. Parfois, il vient comme un murmure constant, une pensée répétitive, une tension dans les épaules, ou cette sensation que vous n'allez pas tout réussir. Et le pire, ce n'est pas de ressentir du stress. Ce qui est vraiment dangereux, c'est de le laisser vous paralyser. Parce qu'à ce moment-là, vous arrêtez d'agir. Vous arrêtez de penser clairement. Et vous devenez prisonnier d'un ennemi qui vit dans votre propre esprit. Identifier les causes du stress est la première étape pour briser ce cycle. Souvent, ce n'est pas le travail en soi, ni les problèmes externes, mais la façon dont nous les interprétons. Un email sans réponse, une date limite, une conversation inconfortable. Tout cela peut déclencher une alarme interne. Mais si nous ne prenons pas conscience de ce qui nous stresse exactement, le stress devient un brouillard diffus qui contamine tout. Et voici quelque chose d'important. Ressentir du stress est humain. Cela ne signifie pas que vous échouez ou que vous êtes faible. En fait, cela fait partie de notre système biologique de survie. Le problème commence quand nous en faisons un mode de vie. Quand nous normalisons vivre à la limite, sans pause, sans espace de repos, en croyant qu'être toujours occupé est un signe de productivité. Ça ne l'est pas. Le corps parle, et le stress chronique crie. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à l'écouter avant qu'il ne le fasse à travers des maladies, de l'anxiété ou un épuisement profond. Les outils existent, mais nous ne les utilisons pas toujours. Parfois, nous pensons qu'il n'y a pas de temps pour une pause, alors qu'en réalité, une pause de 5 minutes peut sauver une journée entière. Des activités physiques comme marcher, courir ou s'étirer. Des activités artistiques comme écrire, dessiner ou jouer de la musique. Et aussi, simplement respirer. Il n'y a rien de plus puissant qu'une respiration profonde quand tout vous dépasse. Quelques secondes d'oxygène, de silence, et vous revenez à vous. Un autre facteur fondamental pour que le stress ne s'empare pas de vous, c'est la planification. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez organiser votre journée, établir des priorités réalistes et apprendre à dire non. Le chaos naît souvent d'un manque de structure. Quand vous ne savez pas par où commencer, tout semble urgent. Mais quand vous définissez ce qui est important, l'urgent perd de sa force. La connexion entre l'esprit et le corps n'est pas une métaphore poétique. Elle est réelle. Bien dormir, manger en conscience, bouger, tout cela n'est pas un luxe ou un caprice, c'est une base. Si votre corps est affaibli, votre esprit sera plus vulnérable au stress. Et si votre esprit est bloqué, votre corps le manifestera. Ils ne font qu'un. Prenez-en soin comme une équipe. Maintenant, il y a une compétence puissante que beaucoup oublient, déléguer. Vous n'avez pas à tout porter. Vous n'êtes pas seul. Demander de l'aide ne vous rend pas moins capable. Il vous rend plus sage. S'il vous plaît, évitez de tomber dans le piège du multitâche. Passer d'une tâche à l'autre sans en terminer aucune est une usine à anxiété. Faites une chose à la fois. Faites-la bien. Puis passez à la suivante. Une idée pratique qui peut vous aider. Tenez un journal du stress. Oui, comme vous l'entendez. Notez quelles situations vous ont tendu, comment vous avez réagi et ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois. Ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous connaître. Parce que la connaissance de soi est le meilleur outil de gestion émotionnelle et ne sous-estimez pas le pouvoir de l'environnement. Si vous êtes entouré de bruit constant, de notifications, de personnes qui déchargent leur anxiété sur vous, tout cela ajoute au stress invisible. Fixez des limites, éteignez les notifications, sortez marcher sans téléphone, regardez le ciel, écoutez de la musique lente, créez des pauses. Enfin, ne vous enfermez pas, parlez. Parfois, une conversation honnête avec un ami, un thérapeute, un membre de la famille peut libérer plus de pression que n'importe quelle technique. Partager ce que vous ressentez ne vous rend pas plus vulnérable, il vous rend plus humain. Rappelez-vous ce qu'enseignait Sénèque. Un sage ne se laisse pas emporter par l'anxiété du moment, mais entraîne son esprit à distinguer l'urgent de l'important. Le stress n'a pas à être une prison. Il peut être un signal, une alarme qui vous dit qu'il est temps de vous réorganiser, de lâcher ce qui ne sert plus et de revenir à l'essentiel. Ne laissez pas le stress vous paralyser. Utilisez-le comme une impulsion,
comme un rappel que vous êtes vivant et que vous avez le pouvoir de choisir comment vivre. Numéro 10. Le pouvoir de la respiration consciente. La respiration consciente est un outil puissant qui nous connecte au présent et nous permet d'influencer directement notre état émotionnel et mental. Dans la philosophie stoïcienne, le concept de pneuma ou souffle de vie représente cette force vitale qui nous anime et nous connecte à l'univers. En nous concentrant sur notre respiration, nous pouvons cultiver une plus grande sérénité et clarté mentale. L'un des bénéfices les plus immédiats de la respiration consciente est la réduction du stress. En inspirant profondément et en expirant lentement, nous activons notre système nerveux parasympathique, responsable des réponses de relaxation dans le corps. Cette pratique simple peut diminuer la fréquence cardiaque et la pression artérielle, favorisant une sensation de calme et de bien-être. La médecine souligne que les exercices de respiration peuvent renforcer la santé mentale en réduisant le stress et les sensations d'anxiété et de dépression. Il existe des techniques basiques qui facilitent la pratique de la respiration consciente. L'une d'elles est la respiration diaphragmatique, qui consiste à inspirer profondément en amenant l'air vers l'abdomen plutôt que seulement vers la poitrine. Une autre technique est la méthode 4-7-8. Inspirer pendant 4 secondes, retenir la respiration pendant 7 secondes et expirer lentement pendant 8 secondes. Ces pratiques aident à centrer l'esprit et à induire un état de relaxation profonde. La polyvalence de la respiration consciente en fait un outil applicable dans diverses situations. Avant une réunion importante, pendant un examen ou au milieu d'un conflit. Prendre un moment pour respirer consciemment peut améliorer notre réponse et notre performance. La psychologie suggère que se concentrer sur la respiration, plutôt que sur le problème qui cause le stress, permet de garder son calme et sa clarté mentale. Intégrer la respiration consciente dans notre routine quotidienne peut conduire à des changements profonds dans notre santé mentale et physique. La pratiquer au réveil, avant de dormir ou lors de courtes pauses dans la journée peut améliorer notre capacité à gérer le stress et augmenter notre concentration. La respiration consciente ramène notre esprit au moment présent, aidant à réduire les niveaux de stress. La posture joue un rôle crucial dans l'efficacité de la respiration. Garder le dos droit et les épaules détendues facilite une respiration plus profonde et efficace. De plus, combiner la respiration avec des visualisations, comme imaginer qu'à chaque expiration nous libérons des tensions, peut amplifier ses effets relaxants. La pratique de la respiration consciente est utilisée pour soulager la douleur, l'insomnie et les problèmes digestifs, entre autres bénéfices. Une autre technique utile est la respiration alternée, qui consiste à boucher une narine et alterner l'inspiration et l'expiration entre les deux. Cette méthode, originaire du yoga, vise à équilibrer les hémisphères cérébraux et à promouvoir un état d'harmonie intérieure. De plus, être attentif à notre respiration nous permet de détecter tôt les signes d'anxiété, nous donnant l'opportunité d'intervenir avant qu'ils ne s'intensifient. Les stoïciens comme Marc Aurèle pratiquaient des exercices d'introspection incluant l'attention à la respiration, nous rappelant que la maîtrise de soi commence par la sérénité intérieure. En cultivant la respiration consciente, nous améliorons non seulement notre santé physique et mentale, mais nous renforçons aussi notre capacité à vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. En conclusion, la respiration consciente est une pratique accessible et efficace qui nous permet de gérer nos émotions, réduire le stress et améliorer notre qualité de vie. En l'intégrant dans notre routine quotidienne, nous pouvons expérimenter une transformation significative dans notre santé et notre bien-être général. Numéro 11. Neuroplasticité et résilience mentale. Votre cerveau est un réseau vivant, dynamique, malléable. Chaque fois que vous pensez, ressentez ou agissez, vous laissez une trace, comme si vous marchiez encore et encore sur le même sentier dans la forêt, jusqu'à ce qu'il devienne un chemin visible, profond et facile à parcourir. C'est ça, la neuroplasticité. Et c'est là, juste là, que naît votre pouvoir. Le fait que le cerveau soit malléable signifie que vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes schémas toute votre vie. Peu importe si vous avez passé des années à réagir avec peur, anxiété ou colère. Chaque pensée est une opportunité de dessiner un nouveau chemin neuronal. Chaque expérience peut renforcer une connexion ou en affaiblir une autre. Vous décidez lesquelles vous cultivez,
parce que le changement est possible. Et il ne commence pas par de grandes transformations, mais par de petites décisions quotidiennes. C'est pourquoi il est si important de détecter les schémas négatifs. Ce dialogue interne qui vous dit « je ne suis pas assez »,« je vais échouer »,« je ne peux pas ». Ces phrases, bien qu'elles semblent des pensées isolées, sont en réalité des routes très fréquentées dans votre esprit. Et elles deviennent automatiques. Mais voici la clé. Si vous les identifiez, vous pouvez les interrompre. Et si vous les remplacez par des pensées qui renforcent la résilience, comme « j'apprends »,« ça me rend plus fort » ou « je peux gérer ça », peu à peu, le circuit négatif s'affaiblit et le nouveau se renforce. Chaque moment difficile est un laboratoire, une opportunité d'entraîner votre cerveau à la force. La résilience ne se forme pas dans la théorie, mais sur le champ de bataille des mauvais jours. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu et que vous choisissez de ne pas vous effondrer. Quand vous vous sentez fatigué, mais que vous continuez. Quand quelqu'un vous critique et que vous ne réagissez pas avec haine, mais avec retenue. Chacune de ces micro-décisions sculpte votre système nerveux. C'est pourquoi la pratique quotidienne n'est pas optionnelle, elle est vitale. Tout comme vous ne pouvez pas renforcer votre corps sans le bouger, vous ne pouvez pas renforcer votre esprit sans l'entraîner. Méditez 5 minutes, respirez avec conscience, lire quelque chose qui élargit votre perspective, écrire dans un journal, réfléchir à comment vous avez agi aujourd'hui et comment vous pourriez améliorer demain. Tout compte. Tout grave un nouveau schéma. Et il y a quelque chose d'encore plus puissant, vous exposez graduellement à ce qui vous met mal à l'aise. Parce qu'éviter le défi affaiblit, mais l'affronter, même en petite dose, renforce. Si vous avez peur de parler en public, commencez par parler dans de petites réunions. Si vous avez du mal à poser des limites, commencez par une. Si vous évitez l'inconfort, le cerveau interprète que c'est dangereux. Mais si vous y faites face et survivez, il apprend que vous pouvez le gérer. Et chaque fois, ce sera plus facile. Une partie de cet entraînement implique aussi de remettre en question des croyances que vous répétez depuis des années. Des phrases comme « je suis comme ça » sont des pièges. En réalité, vous avez été comme ça jusqu'à maintenant. Mais vous pouvez changer. C'est votre droit et votre responsabilité. Remettez en question ces étiquettes et créez de nouvelles croyances qui vous représentent mieux. Un outil puissant pour cela est la visualisation. Imaginez en détail comment vous atteignez vos objectifs, comment vous affrontez un défi avec sérénité, comment vous vous relevez après une chute. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de l'entraînement mental. Quand vous visualisez avec intensité, votre cerveau active les mêmes zones que si vous viviez l'expérience. Donc, vous répétez le succès avant qu'il n'arrive. Et comme dans tout processus d'apprentissage, la répétition est essentielle. Il ne suffit pas de compenser quelque chose une fois. Il faut répéter, renforcer, intégrer. C'est pourquoi répéter des affirmations positives, méditer dessus, les écrire, les dire à voix haute, tout cela renforce les nouveaux chemins neuronaux que vous construisez. Tenir un registre de vos progrès est aussi une pratique clé. Un journal où vous notez vos réflexions, vos avancées, vos chutes et comment vous vous êtes relevé. Avec le temps, vous verrez que vous n'êtes plus la même personne, que votre esprit est devenu plus fort, plus stable, plus résilient. Et n'oubliez pas de prendre soin de l'environnement qui vous entoure. Parce que même si votre cerveau peut s'adapter à beaucoup de choses, il est aussi vulnérable aux stimuli toxiques. Si vous vous entourez de personnes négatives, de nouvelles catastrophiques, de plaintes constantes, il est plus difficile de garder un esprit fort. Mais si vous choisissez des environnements qui nourrissent, qui inspirent, qui vous connectent à ce que vous voulez être, votre neuroplasticité travaille en votre faveur. Épictète disait « Nous ne souffrons pas des événements, mais de ce que nous pensons des événements. » C'est l'essence de l'entraînement mental stoïcien. Nous ne pouvons pas contrôler le monde, mais nous pouvons contrôler notre interprétation. Et cette interprétation, entraînée avec répétition, conscience et direction, devient de la résilience. Votre cerveau n'est pas une sentence, c'est un outil, et vous avez le pouvoir de le façonner jour après jour, avec intention, avec pratique, avec vision. Numéro 12. Habitude quotidienne pour un esprit calme. Il y a quelque chose de puissant à commencer la journée avec intention. Peu importe si c'est lundi ou dimanche, si vous êtes de bonne humeur ou au milieu d'un chaos émotionnel. Ce qui compte, c'est que vous preniez le contrôle dès les premières minutes. L'esprit au réveil est dans un état plus réceptif, plus malléable.
Et ce que vous faites dans cette première heure devient la base mentale pour le reste de la journée. C'est pourquoi inclure une routine matinale positive est une ancre. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que respirer profondément pendant 1 minute, lire une page d'un livre qui vous inspire ou faire 10 minutes d'étirement. Vous n'avez pas besoin d'une heure parfaite ni d'une routine complexe tirée d'un livre de développement personnel. Vous avez besoin de quelque chose de réel, de durable, qui dise à votre esprit « Aujourd'hui, c'est moi qui conduis ». Parce que quand vous commencez dans le calme, vous réduisez la probabilité de tomber dans la réactivité. Vous vous positionnez en contrôle. Et une fois en marche, l'étape suivante est la clarté. Savoir ce qui est essentiel chaque jour. L'urgent n'est pas toujours important, et l'important crie rarement. Définissez vos priorités, même si c'est une seule chose qui, si vous la faites, donnera un sens à votre journée. L'esprit se calme quand il a une direction claire, quand il ne saute pas d'une tâche à l'autre comme une souris dans une roue. Quand il y a du focus, il y a de la paix. Mais même dans les jours bien planifiés, la saturation peut apparaître. C'est pourquoi inclure des moments de déconnexion est fondamental. Des pauses réelles, sans écran, sans bruit, sans stimulation constante. 5 minutes les yeux fermés à respirer, sortir marcher sans téléphone, ou simplement rester à regarder le ciel. Cette déconnexion est un redémarrage pour l'esprit. C'est comme fermer tous les onglets ouverts dans votre navigateur mental. Et quand vous revenez, vous êtes plus lucide. En fermant la journée, il ne s'agit pas seulement d'éteindre les lumières et de dormir. La réflexion nocturne est un rituel stoïcien, une opportunité de revoir ce que vous avez bien fait, ce que vous pourriez améliorer et comment vous vous êtes senti. Non pour vous juger, mais avec curiosité, avec l'intention de mieux vous connaître. Sénèque le faisait chaque soir, passant en revue ses pensées et actions, et cela le rendait plus sage le lendemain. Parce que celui qui réfléchit évolue. Maintenant, tout cela ne sert à rien s'il n'y a pas de constance. La clé n'est pas de faire parfait, mais de faire tous les jours, même si ce n'est qu'un peu. Même si vous ne réussissez qu'1 minute de méditation ou une ligne écrite dans votre journal, ne rompez pas la chaîne, parce que chaque répétition, aussi petite soit-elle, renforce l'esprit, l'entraîne au calme, à la stabilité, à résister à la tempête extérieure avec sérénité intérieure. Bien dormir est aussi une habitude non négociable. C'est le fondement invisible de toute santé mentale, et il ne s'agit pas seulement de quantité mais de qualité. Éviter les écrans avant de dormir, créer un environnement sombre et silencieux, respecter une heure constante de coucher. Tout cela apprend au corps à se reposer et à l'esprit à se régénérer. Il y a aussi l'art de la gratitude, non en abstract, mais en concret. Au réveil ou avant de dormir, pensez à quelque chose de réel que vous appréciez. Une conversation, un geste, une idée. La gratitude quotidienne entraîne l'esprit à se concentrer sur ce qui fonctionne et cela calme le bruit du « je n'ai pas »,« il me manque » ou « tout va mal ». La planification hebdomadaire est un autre pilier. Quelques minutes le dimanche soir pour visualiser votre semaine, anticiper les défis et réorganiser les priorités. Cela réduit l'anxiété du lundi et vous donne de la perspective. Comme le disait Marc Aurèle, prendre soin du corps n'est pas de la vanité, c'est un devoir. Parce que si le corps tombe, l'esprit vacille. Et si l'esprit tombe, ce que vous faites de votre vie aussi. Le corps a une sagesse silencieuse. Écoutez-le. Parce que souvent, la paix mentale commence dans les muscles, dans la respiration, dans la façon dont vous marchez dans la vie. Et chaque geste que vous faites pour prendre soin de votre corps est un vote en faveur de votre équilibre émotionnel. Un esprit calme habite un corps soigné, et cela, c'est peut-être une des formes les plus réelles de sagesse quotidienne. Numéro 14. Comment la sérénité individuelle influence les relations et contribue à créer un environnement harmonieux. Quand une seule personne dans un groupe reste sereine, toute l'atmosphère change. Le calme est contagieux. Et ce n'est pas une métaphore, c'est un phénomène réel. Dans une conversation tendue, il suffit qu'une personne respire profondément, baisse le ton, écoute sans interrompre, et les autres commencent à reproduire ce même rythme. C'est comme jeter une pierre dans l'eau. La sérénité génère des ondulations qui atteignent tout le monde. C'est là que le stoïcisme nous rappelle que la vertu personnelle ne nous transforme pas seulement nous, mais transforme inévitablement notre environnement. L'écoute active est un des outils les plus puissants, et pourtant les plus sous-estimés,
dans les relations humaines. Écouter, ce n'est pas attendre que l'autre finisse pour répondre. Écouter, c'est arrêter le jugement. C'est prêter attention non seulement aux mots, mais aussi au ton, aux gestes, au message émotionnel derrière le discours. Quand quelqu'un se sent vraiment écouté, il baisse sa garde. Et quand il baisse sa garde, les portes de la compréhension s'ouvrent. À ce moment-là, le calme devient une construction commune. Gérer les conflits sans perdre son sang-froid est une pratique stoïcienne par excellence. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit à tout prix, mais de savoir y entrer sans se laisser emporter par les émotions. Face à un malentendu, nous avons deux options: réagir depuis l'orgueil ou répondre depuis la clarté. La première alimente le feu, la seconde éteint les flammes. Qu'est-ce qui gagne plus de force dans une dispute? Votre besoin d'avoir raison ou votre engagement envers la paix? Le stoïcien choisit d'agir avec tempérance, non par impulsion. La communication assertive est l'art de dire ce dont vous avez besoin sans attaquer, sans crier, sans vous placer en victime. C'est savoir poser des limites avec fermeté, mais aussi avec respect. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être clair. Vous n'avez pas besoin d'imposer pour être entendu. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'invalider l'autre pour exprimer votre point de vue. L'assertivité n'est pas de la rigidité, c'est de l'équilibre. C'est savoir où vous vous terminez et où l'autre commence, et maintenir cette ligne sans en faire un mur. Quand nous pratiquons le calme, nous renforçons aussi les liens. Un environnement serein permet à la confiance de se développer plus facilement. Les gens se sentent plus en sécurité pour parler, proposer, être eux-mêmes sans peur d'être jugés. Et quand le calme devient partie intégrante de la dynamique quotidienne, la coopération coule naturellement. Le travail d'équipe devient plus efficace, les relations plus profondes, et le conflit cesse d'être une menace pour devenir une opportunité de croissance partagée. Éviter les suppositions est une habitude qui peut prévenir bien des tempêtes inutiles. Souvent, nous réagissons non à ce que l'autre a dit, mais à ce que nous croyons qu'il a voulu dire. Demander, clarifier, vérifier l'intention est un acte d'humilité et de bon sens. Et quand nous le faisons, nous désamorçons les malentendus avant qu'ils n'escaladent. Le ton de la voix est un autre élément fondamental. Peu importe à quel point vos mots sont justes, si votre ton sonne comme une attaque, le message est perdu. Parler depuis le calme ne signifie pas parler sans fermeté. Cela signifie choisir le volume approprié, le rythme approprié et surtout le moment approprié. Comme le disait Épictète, nous avons deux oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Faire preuve d'empathie ne veut pas dire céder sur tout. Cela veut dire comprendre que l'autre voit depuis une perspective différente et que cela ne fait pas de lui votre ennemi. L'empathie n'affaiblit pas votre position, elle l'enrichit, parce qu'elle vous permet de considérer des angles que vous aviez peut-être négligés, et avec cela, vous augmentez votre capacité à répondre au lieu de simplement réagir. Quand nous arrêtons de chercher des coupables et commençons à chercher des solutions, l'énergie du groupe change. Le focus n'est plus sur qui a eu tort, mais sur comment nous pouvons faire mieux ensemble. Cette mentalité ne réduit pas seulement le conflit, elle renforce l'esprit collaboratif. Et quand nous célébrons les réussites partagées, aussi petites soient-elles, nous renforçons la connexion. Une reconnaissance sincère nourrit le sentiment d'appartenance et multiplie la motivation. Sénèque disait que la vertu fleurit en communauté, pas en isolement. Pratiquer le calme avec les autres ne renforce pas seulement notre caractère, il élève la qualité des relations que nous construisons. Parce que quand l'un choisit la sérénité, il ouvre le chemin pour que les autres le fassent aussi. Et là commence la vraie transformation collective. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, vous êtes une personne dédiée, engagée dans l'apprentissage et la croissance personnelle. Le fait que vous soyez arrivé jusqu'ici montre votre détermination à absorber des connaissances et à les appliquer dans votre vie. Continuez à chercher des connaissances et à travailler pour devenir la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous que l'apprentissage est un voyage continu et gratifiant. Commentez « Je suis une nouvelle version » pour montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici.